Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Olivier Dussopt, bienvenue sur Europe 1, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. On parlera de l'emploi tout à l'heure. Elisabeth Borne a invité l'intersyndicale à Matignon. Alors qui va s'y rendre? Qui ne viendra pas, Olivier Dussopt? Et vous-même, serez-vous présent lors de cette rencontre, programmée a priori mercredi, rencontre peut-être décisive pour sortir de cette crise des retraites? Est-ce que vous avez des informations à partager avec les auditeurs d'Europe 1? La Première ministre a effectivement invité l'intersyndicale pour faire un tour d'horizon de tous les sujets. Évidemment, le sujet des retraites qui est au cœur de l'actualité, mais aussi d'autres sujets qui sont au cœur des discussions qui doivent intervenir entre les organisations syndicales, le gouvernement, les organisations patronales. Tout sauf les retraites? Non, j'ai dit les retraites et les autres sujets. Et nous avons des sujets qui sont à l'initiative du gouvernement, nous avons des sujets qui sont à l'initiative des partenaires sociaux, et il faut voir comment, dans quelle mesure, avec quel calendrier, les choses peuvent se passer avec du temps, parce qu'on n'efface pas un conflit comme celui des retraites, et donc il faut marquer une première étape. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui avec l'intersyndicale, et on verra ce qui vient, qui ne vient pas, sur l'ordre du jour? Quand vous entendez Laurent Berger mercredi dire si on me dit vous ne pouvez pas parler des retrates, il sort de la salle et on s'en va. D'abord, il faut répondre à la quand question. il dit la retraite, il veut pas dire l'âge de départ à 64 ans, bien évidemment. Il faut aborder la première question. La première question, c'est qui vient. Nous avons invité toute l'intersyndicale. Il n'a échappé à personne qu'un des syndicats les plus importants, cette intersyndicale, la CGT, tient un congrès avec des débats autour de sa ligne, de son orientation. Donc pour l'heure, vous n'avez pas de réponse de la CGT? Nous verrons d'ici la semaine prochaine qui, parmi l'intersyndicale, accepte de venir. Ce n'est pas à nous d'en décider. Et si je puis dire, ce n'est pas à nous de le commenter. Oui. Et puis, vous m'interrogez sur l'ordre du jour et sur les déclarations de Laurent Berger. Personne n'interdira à personne de parler de quoi que ce soit. Et nous avons un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'actualité, j'allais dire brûlants d'une certaine manière. La réforme des retraites en est un. Nous avons des désaccords, nous le savons. Nous avons aussi d'autres sujets qui peuvent être abordés, même si, je le répète, nous sommes sur la question des retraites dans un temps qui fait que le débat parlementaire est derrière nous. Nous attendons tous la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons une loi qui est votée, que nous souhaitons évidemment mettre en œuvre. Et il ne faut pas ni sous-estimer les désaccords qui subsistent, c'est une évidence, ni vouloir les effacer. Il faut simplement peut-être saisir cette occasion, si cette réunion se tient comme l'a proposé la Première ministre, pour renouer un contact et voir sur quoi et comment il est éventuellement possible d'avancer. Alors, renouer un contact, mais parce que cette rencontre, au fond, pourquoi, Olivier Dussopt, pourquoi faire? Parce que j'imagine que vous lisez la presse, ça et là, on écrit que c'est pour gagner du temps, c'est pour casser cette image du gouvernement qui dit non, c'est peut-être aussi pour trouver une sortie honorable pour tout le monde. Et Clément Beaune, par exemple, au micro de Sonia Mabrouk, il y a quelques jours de cela, disait, vous savez, la loi, on ne reviendra pas dessus, notamment sur les 64 ans. En revanche, peut-être que dans les décrets d'application, on peut trouver des moyens, finalement, d'arriver à contenter tout le monde, Olivier Dussopt. Nous avons une réforme des retraites qui a fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales et patronales pendant 4 mois, tout l'automne et le début de l'hiver. Le texte a été considérablement enrichi sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur le minimum de pension ou encore sur l'emploi des seniors. Il subsistait des désaccords, notamment sur l'âge et le rythme d'application de la réforme dite Touraine de 2013. Enfin, il subsiste toujours. Oui, mais évidemment, évidemment, et le nier serait une bêtise, serait une forme de déni. Donc il subsiste ces désaccords. Il y a, après la période de concertation avec les partenaires sociaux, il y a eu un temps parlementaire, un temps de débat parlementaire. Ce temps est désormais derrière nous. Le Sénat a adopté la réforme des retraites et l'Assemblée nationale... Oui, mais pas l'Assemblée. Si, l'Assemblée nationale, en rejetant les motions de censure, c'est la Constitution, a non seulement maintenu la confiance du Parlement au gouvernement, c'est la démonstration qu'il n'y a pas de majorité alternative, et a, de facto, adopté la réforme. Réforme qui, par ailleurs, avait été validée par la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée. Ce qui vaut au texte 3 recours devant le Conseil constitutionnel. Mais on va en parler si vous voulez bien. Mais je pense que si le texte avait été voté avec un vote classique, il y aurait eu des recours de la même manière. C'est classique sur ce type de réforme. Et donc, ce temps parlementaire est désormais terminé, est désormais clos, et il est normal de reprendre ce contact et de voir comment, mais je dis avec à la fois du temps et une forme de prudence, comment un certain nombre d'autres sujets peuvent être abordés. Mais est-ce qu'il reste du grain à moudre sur le sujet précisément des retraites, Olivier Dussopt? Vous avez fait beaucoup de concessions déjà. Il y a des concessions qui ont été faites, qui ont permis d'améliorer le texte, de l'enrichir. Mais songez-vous à d'autres mesures d'amélioration? Je précise cependant que ces concessions n'ont pas remis en cause notre objectif qui est celui du retour à l'équilibre financier en 2030. Le texte et la réforme ont été pensés comme cela. Ça n'est pas le cas, Olivier Dussopt. Vous l'avez vous-même reconnu qu'en 2030, il y aurait probablement un déficit et qu'il faudrait le compenser d'une manière ou de l'autre. Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas suivi les derniers épisodes. Au moment où j'ai prononcé ces paroles, c'était le cas, parce qu'un certain nombre d'amendements avaient été votés et déséquilibraient légèrement le système en 2030.
Depuis, un certain nombre d'amendements ont aussi été adoptés pour Oui. corriger. Mais vous Il y a des maintenez donc les hypothèses de croissance? il y a des amendements qui ont été adoptés pour améliorer le volet recettes. Mhm. Et donc, à l'heure où nous parlons, le texte tel qu'il a été voté permet le retour à l'équilibre en 2030. Oui. C'est un objectif auquel nous sommes extrêmement attachés Oui. et qui était hors de question de perdre. Sur des hypothèses de croissance et Des hypothèses de et croissance de qui taux de sont, chômage qui oui, sont sujets à caution quand même, Olivier qui, Dussopt. Hein. comme toute hypothèse, Oui. et si vous voulez aller au bout de la démonstration, vous pouvez aussi dire que certains trouvent que nos hypothèses de productivité sont trop négatives ou en tout cas pas assez optimistes. Donc nous sommes sur des hypothèses qui sont celles du Conseil d'orientation des retraites Oui. et qui font une hypothèse centrale, comme on le dit parfois, une forme d'hypothèse moyenne et ce qui est la plus vraisemblable. Et donc, dans la mise en œuvre de ce texte, il y a des sujets sur lesquels nous pouvons encore certainement avancer, que ce soit par ce texte ou par d'autres vecteurs. Et vous pensez à Je quoi? pense notamment au déroulement des carrières, notamment à la question de la gestion du temps à l'échelle d'une carrière, autant de sujets que nous pouvons aborder à la fois dans le dialogue social, mais que nous voulons aussi aborder au travers de la loi sur l'emploi et le travail que j'aurai à présenter dans quelques semaines. Vous avez évoqué les recours déposés devant le Conseil constitutionnel qui doit rendre ses arbitrages sur la constitutionnalité du texte le 14 avril. Vous vous attendez à quoi, Olivier Dussopt? Censure partielle ou censure totale? Est-ce que vous évoquez cette possibilité d'une censure totale? Il est hors de question que je me prononce à la place du Conseil constitutionnel. Non, mais vous avez bien, un pronostic. Il n'y a pas de pronostic en la matière. Le Conseil constitutionnel travaille. Il travaille, et il le fait avec la sagesse qui est la sienne. Alors, je vous la tourne la question différemment. Est-ce que le Conseil constitutionnel, quelque part, peut-être prendre ça pour une provocation, mais politiquement, ne vous rendrait pas service en annulant la loi? Jamais de la vie. La loi est votée, nous souhaitons la mettre en œuvre. Mais il y a la suite du quinquennat en jeu quand même derrière. Je le répète, le Conseil constitutionnel fait un travail indépendant. Oui. Il ne revient à personne, et je dis à personne, de préjuger d'une décision du Conseil constitutionnel. Non, mais j'entends bien ce que vous me dites, mais il y aurait peut-être pire à ce que cela, finalement, la validation peut-être d'un référendum d'initiative partagée qui aurait quelque part l'effet d'un poison lent, puisque là, ce serait vraiment la pause que le gouvernement a refusée à Laurent Berger sur les retraites, une procédure qui pourrait s'étaler sur un an et demi, avec une forme de retrait-ton, disait hier Alexis Brézet. Tiens, on vient passer le cap des 500 000 signatures. Deux réponses à cela. La première identique à la précédente. Je n'ai pas à préjuger d'une décision du Conseil constitutionnel, ni sur le projet de réforme, ni sur la demande de référendum d'initiative populaire déposée on imagine que par certains députés. Vous préparez le scénario quand même. Et par ailleurs, j'ai lu un certain nombre d'analyses de constitutionnalistes qui indiquent que même si le Conseil constitutionnel validait la demande de référendum, cela n'empêche pas la mise en œuvre du texte tel qu'il a été adopté. Mais tout ça, c'est... Attendez, vous dites que même s'il y avait un référendum d'initiative partagée, vous pourriez mettre le texte en œuvre? C'est ce qu'écrivent les constitutionnalistes que j'ai lus. Mais je le répète, la décision du Conseil constitutionnel est annoncée pour le 14 avril. Personne, ni ministre, ni parlementaire, ni qui que ce soit, n'a à préjuger de la décision du Conseil sur ces deux sujets. Donc on n'en parle pas d'ici le 14 avril. En général, quand une décision est prise par une institution indépendante, en parler ne sert pas à grand-chose avant qu'elle soit rendue. Vous êtes de quelle école, Olivier Dussopt? Celle qui pense que le mouvement social contre la réforme des retraites est en train de s'étioler, en prenant à témoin la baisse de la participation aux grèves, aux manifestations en début de semaine, ou bien de ceux qui disent attention quand même, la colère n'est pas retombée, je ne vais pas vous faire la litanie des sondages, mais quand même, vous avez celui au Doxa Backbone pour le Figaro ce matin qui nous dit que 2/3 des Français restent hostiles à la retraite et pensent en plus que le mouvement non seulement va durer, mais être de plus en plus violent. Je ne fais pas la météo du climat social ou du dialogue social. Et donc, j'observe les choses telles qu'elles se passent. J'ai vu comme tout le monde que lors de la dernière manifestation, il y avait un peu moins de monde, même assez nettement moins de monde, que les taux de grève n'étaient pas aussi importants que les jours précédents. Mais est-ce que ça signifie que nous sommes là dans une tendance marquée qui va se poursuivre? Je ne sais pas le dire. Vous restez prudent sur ce point-là? Il faut être prudent. Parce que la prudence est d'ailleurs la meilleure conseillère en la matière, et c'est aussi une manière de respecter. Et si ça se passe mal mercredi prochain avec les syndicats? La mobilisation des organisations syndicales, le droit de grève, le droit de manifestation, sont des droits qui sont garantis dans notre Constitution, qui sont garantis dans notre République, et nous n'avons pas là aussi à apporter des commentaires précipités sur tel ou tel mouvement. À propos de la violence, vous avez vu hier dans ces rassemblements devant les préfectures, globalement ça s'est bien passé, mais tout de même Lyon, Paris, quelques violences ça et là. Et puis cette accusation de brutalité policière en France, la Maison Blanche qui réagit se disant préoccupée de l'usage immodéré de la force envers les manifestants. La Maison Blanche, Olivier Dussopt, avez-vous envie de répondre ce matin ce porte-parole? Je ne répondrai pas à la Maison Blanche, je commenterai peut-être... Ça ne vous préoccupe pas pour l'image du pays tout de même? J'ai d'abord commenté les rassemblements que vous avez évoqués, qui sont passés sur le territoire national. Je suis toujours très marqué quand une partie de la gauche, et sa fraction la plus radicale en réalité, ce sont des mouvements d'extrême gauche qui appelaient au rassemblement hier devant les préfectures ou les mairies, toujours marqué quand on met un signe égal
entre les casseurs et les policiers. Les policiers ne sont pas le problème. Le problème, ce sont les casseurs, ce sont les émeutiers, ce sont ceux qui viennent dans les manifestations, qui par ailleurs se passent bien, parce que les organisations syndicales savent le faire, mais qui profitent de ces manifestations pour casser, pour violenter. Oui. Je crois que lorsqu'on qu'on essaye de mettre le feu à des préfectures, à des sous-préfectures, lorsqu'on dégrade des bâtiments qui symbolisent la République comme les mairies, lorsqu'on s'en prend à celles et ceux qui portent l'uniforme et qui nous protègent, ce n'est pas la question des retraites, ce n'est pas une réforme ou une autre, le mobile. C'est juste de la violence et la volonté de déstabiliser et de mettre à mal nos institutions. Oui. Moi, j'ai un immense respect, une immense admiration pour nos forces de police, qui maintiennent l'ordre, qui nous protègent au quotidien, qui font un travail absolument incroyable, et beaucoup le payent dans leur chair. Je vous évoque... Il y a des centaines de blessés dans les forces de police et parmi les gendarmes. Et donc, mettre un signe égal entre le maintien d'ordre et la volonté délibérée d'être violent et de casser n'est pas acceptable. Et quand l'extrême gauche parle d'État autoritaire, parle de dérive autoritaire, de brutalité policière, alors que c'est dans ces rangs qu'on trouve le plus souvent les casseurs et ceux qui s'en prennent à la police, c'est quand même une sacrée inversion de valeur. Je vais vous citer les chiffres aussi d'un second sondage, IFOP pour Paris Première, à l'affirmation suivante. Il est parfois nécessaire de recourir à des actions violentes pour faire avancer sa cause ou ses idées. Vous avez 35% des Français qui répondent être d'accord, 35%, part qui monte à 45% chez les moins de 35 ans, donc près d'un sur deux, et même 60% chez ceux qui, quel que soit leur âge, se disent proches de la France insoumise. Comment on traite ça politiquement? C'est trop, c'est évidemment trop. Je considère que chaque violence, qu'elle soit physique, verbale, n'est pas acceptable dans le débat public, dans le débat politique. Et ce n'est pas vraiment une surprise de voir que chez les sympathisants, en tout cas ceux qui se disent sympathisants de LFI, ce pourcentage est plus élevé. Oui. Mais vous avez vu votre... On l'a vu au cours des débats. Oui. On l'a vu au cours des débats, la violence verbale, la violence symbolique et consubstantielle de l'engagement politique et de l'action politique de la France insoumise. D'où ça vient ça? Jean-Louis Bourlange, député modem, dit il y a une crise de la décision publique et ça vient en partie de ça. Peut-être, mais en tout cas pour ce qui concerne l'extrême gauche, c'est aussi une stratégie délibérée de généralisation du conflit, de conflictualisation permanente. C'est M. Mélenchon qui l'avait ainsi exprimé. Oui, mais là, c'est pas que des militants d'ultra-gauche, des petits groupuscules radicalisés. Non, non, non. C'est la masse là, des manifestants qui considèrent que la violence est totalement légitime. Et c'est inquiétant. Je considère, pour ma part, qu'aucune violence n'est acceptable. Revenons sur le terrain politique, Olivier Dussopt. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Puisque vous nous avez dit, on est suspendu là, à la décision du Conseil constitutionnel, suspendu à la réunion également de mercredi prochain, qui viendra. Mais bon, malgré tout, le quinquennat derrière, il y a 4 ans à tenir, l'agenda parlementaire est extrêmement dégagé. Les députés Renaissance doivent se retrouver mardi pour justement travailler sur l'agenda des réformes, sur la méthode de travail. C'est quoi le prochain texte, le projet politique? Le président de la République nous a demandé, il a demandé à la Première ministre, au gouvernement, à la majorité présidentielle. Vous nous avez parlé d'un texte que vous allez porter. De penser les nouvelles étapes, de penser une nouvelle façon de travailler entre le Parlement, l'exécutif, et la Première ministre mène un certain nombre de consultations, pas seulement avec la majorité, mais aussi avec les oppositions, avec les partenaires sociaux. C'est l'objet de la réunion avec l'intersyndicale, mais l'objet de rencontres, d'échanges avec tous les partenaires sociaux, pour voir comment tracer un programme de travail et donc les priorités en termes d'agenda. Il y a 2 choses, je crois, qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que l'action n'est pas à l'arrêt. Pas plus tard que dans les derniers jours, le Parlement a voté, il a délibéré. La loi sur le nucléaire et sur la relance du nucléaire a été adoptée par plus de 400 députés sur les 577. Très bien, mais après, la semaine prochaine, la loi sur les Jeux Olympiques a été adoptée. Nous avons des propositions de loi et des projets de loi qui sont examinés et qui sont adoptés. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais depuis le début du quinquennat, ce sont de mémoire 25 textes législatifs qui ont été votés, dont seulement 3 ont fait l'objet d'un recours au 49.3, la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale et la réforme des retraites. Et nous avons un certain nombre de projets. Pour ce qui me concerne, je prépare un projet de loi sur le travail, sur l'emploi, pour aller plus loin que ce que nous avons fait avec les retraites, mais travailler sur les conditions de travail, sur la façon de permettre le retour ou l'accès à l'emploi des plus éloignés, par l'insertion par l'activité économique, pour les travailleurs en situation de handicap, pour les seniors, tout ce qui peut permettre justement d'aller vers le plein emploi, mais d'aller vers un plein emploi qui soit aussi un bon emploi. J'ai une dernière question, Olivier Dussopt, plus personnelle. Vous avez révélé votre homosexualité dans les colonnes du magazine Têtu il y a une semaine. Pourquoi maintenant? Pourquoi faire ça maintenant? Parce qu'on m'a posé la question. Et je vais vous dire quelque chose, parce que parfois je lis des choses. Ça n'est ni une révélation ni un aveu. Est-ce que c'est une diversion politique? Aucunement. C'est ce que je suis tout simplement. Et quand on me pose une question, je réponds. Certains disent qu'ils cherchent des cris ils cherchent quelque part l'insulte homophobe, histoire de se victimiser. Je n'ai malheureusement pas attendu de répondre à une question dans le magazine Têtu pour être victime de ces mêmes insultes. C'est ce que je suis, et si, d'après les témoignages que j'ai,
Cela permet à des jeunes et à des adolescents de se dire, finalement, même parmi les personnages publics, même parmi les responsables politiques, il y a aussi des homosexuels et c'est bien comme cela. Et c'est finalement d'une certaine manière normal comme cela, c'est très bien. Merci Olivier Merci Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. On aurait pu parler encore de l'emploi justement, mais nous n'avons plus le temps. Merci d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Bonne journée Merci à vous. Aussi.